Pour que ça soit déductible fiscalement, il faut quand même avoir une compagnie. J'ai dit énormément non pour me rendre à quelque chose de plus rare, de plus subtil. Je sais pas si tu es à l'aise de le dire. Tellement pas. T'es tellement... Mon inspiration principale, oui. Ben oui, ma mère, c'était Mère Nature. Mais quelle excellente question, toi, là. Bonjour tout le monde, bienvenue à Pile ou Face. Aujourd'hui, je reçois l'artiste Rio. Rio, vous irez voir ce qu'il fait, c'est phénoménal. Aujourd'hui, on parle de son processus créatif, sa relation avec l'argent, de la façon dont il est devenu l'artiste épanoui qu'il est devenu maintenant. Un épisode vraiment riche. Écoutez ça. Bonjour, aujourd'hui au podcast Pile ou Face, on reçoit Rio, l'artiste peintre international. Enchanté. Écoute, je suis vraiment content de te rencontrer. On s'est vu quelques fois en personne, disons-le. Oui. Ne peut pas dire des connaissances, oui. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour toi et ce que tu fais. Merci, c'est gentil. Je suis ton travail, puis je me suis dit, tu sais, c'est fou, mais un podcast sur l'argent, je voulais inviter des gens de tous les secteurs différents. Puis, tous les secteurs ont besoin de finances, besoin d'argent. Je pense que même artiste, déjà, oui, c'est artiste peintre. D'autant plus, il faut comprendre les finances pour bien réussir. Oui, il faut être un cordonnier bien chaussé. Fait que, c'est tout simplement ça. T'sais, les gens qui te connaissent un peu moins, je sais que là, tout ton art est beaucoup visuel, puis on va montrer au cours de l'entrevue ce qu'on a tourné chez vous, des petits... oui, c'est vrai, t'es venu hier. Exactement, dans ta galerie, dans ton univers de création, tu sais. Bon, parle-moi de la naissance de Rio. Ah, la genèse. Oui, exactement. Ça m'interpelle beaucoup. Ben écoute, c'est sûr que moi à l'école, on avait des concours de dessin, puis je les gagnais, puis je veux dire, je faisais ce que je faisais de mieux. Je voulais juste gagner le sac de bonbons à la fin. Exact. Mais à un moment donné, ça sort de ta tête. Tu vas à l'école, puis là, tu dis je veux travailler en horticulture parce que ma mère, écoute, elle avait un grand jardin, 4 acres de terrain biologique. J'ai vécu là-dedans. Donc pour moi, je me suis dit c'est ce que je connais, je vais aller là-dedans. Mais pendant ce temps-là, moi, je continuais à faire des dessins. J'avais beaucoup d'imagination. Mais un jour que j'étais allé finir mes cours d'horticulture, j'ai dit à ma mère, je pense que j'ai le goût de faire autre chose. J'adore les plantes et tout ça, mais il y a quelque chose qui m'interpelle, puis c'est pas au jardin. Encore à ce jour, j'ai toujours un jardin, puis j'aime le faire. À chaque année, c'est une folie. Mais encore plus fou que ça, c'est ma passion, puis c'était la peinture. Bien sûr, elle m'a dissuadé de le faire. Elle me disait, écoute, c'est un métier qui est difficile. Puis moi, je me suis dit, écoute, je vais essayer de t'impressionner, maman. OK, c'est parti de là. Oui. Impressionner ta mère. Oui. Donc, tout de suite, je suis parti serveur dans un restaurant. OK. Il fallait quand même avoir de l'argent en banque pour pouvoir commencer. Oui. Puis, écoute, j'ai commencé jeune à piler des fonds au lieu de dépenser dans l'alcool et quoi que ce soit. Moi, je l'ai mis de côté pour acheter des canevas et de la peinture. Donc, ça a été vraiment graduel. Donc, ça a été ça, la genèse de mon histoire. OK. Là, partie des champs de fleurs, parce que, tu sais, en allant visiter chez vous, on rentre dans ton univers créatif où on a la serre intérieure, ou je sais pas comment tu l'appelles. La verrière. La verrière, mais qui est complètement fabuleuse. Ou tu as aussi une autre place. Le cabinet Curiosité. Oui, ton cabinet Curiosité. Parle-moi-en. Parle-moi-en des trouvailles que tu as là-dedans. C'est sûr que c'est pas pour rien que j'ai tout ça. Pour moi, c'est un terreau fertile à l'imagination. Donc, moi, le matin, quand je vais dans mon solarium, puis j'ai tous les objets de musée, les taxidermies, les plantes qui poussent autour, pour moi, ça fait des liens dans mon cerveau. Puis sans y penser, un jour, les synapses se touchent, puis une inspiration vient, puis qu'est-ce qui en découle? Probablement une nouvelle collection. Mais ça tourne toujours autour de l'environnement. Bien sûr, je suis quand même issu d'une famille de fermiers, donc pour moi, ça va de soi que j'ai vu les changements climatiques de mes yeux vus. Je voyais bien le sol qui craquait, puis il fallait que le système d'arrosage soit toujours modifié d'année en année. Puis je me demandais, maman, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est sûr que pour moi, la nature, c'est un point vraiment un gros focus dans ma démarche artistique. Donc, c'est pour ça que j'ai le cabinet des curiosités. J'ai la verrière avec toutes les plantes, avec même les fines herbes que je fais même l'hiver pour pouvoir cuisiner. C'est une grande synergie qui fait en sorte que l'artiste peut s'élever. Oui, mais tu nous disais même à ma femme et moi que tu regardais les bébites interagir avec les fleurs, le pourrissement de la fleur ou le flétrissement de la fleur. Tu l'étudiais pour mieux le peindre.
peindre. J'en revenais pas de ta démarche créative. Ben, non, mais dans le sens où, tu sais, quand on n'est pas artiste, moi, personne ne se pose des questions comment je monte un dossier, je pars du point A au point B, mais de le voir, tu sais, c'était impressionnant. Ah, ben merci, c'est gentil. Pour moi, c'est rien d'impressionnant, c'est ma manière de vivre. Je pense que c'est quand tu es en dehors de ta vie puis tu vois quelque chose, ça peut être impressionnant, mais moi, c'est le matin, je me lève puis je commence mon travail qui est dans le fait. J'aime tellement ça, c'est tellement une passion que j'ai de la difficulté à dire que c'est un travail. Là, je dirais que je suis peut-être à la retraite. Oui, mais bon, une semi-retraite. Ouais. Mais tu fais exactement, tu es sur ton exactement ce que j'aime. Tu fais ce qui te passionne. Ouais. Tu sais, bon, parlons de ton art. La façon que tu l'exportes, tu sais, dans ton entrée, on avait plein de toiles qui revenaient d'une exposition, je crois que c'était en Allemagne. Oui. Tu sais, c'est fou comme tu amènes ton art ailleurs, tu la sors du Québec. Tu sais, parle-moi un peu de ce processus-là d'emmener ta création à l'international. Tu sais. Bien, c'est sûr que ça a commencé avec un manque de temps. Puis, c'est mon amie Stéphanie Bélanger qui m'est arrivée avec l'idée, écoute, je pourrais te représenter à l'international, tu n'as déjà pas le temps au Québec, tu es déjà fully booked. Fait que là, elle m'a dit, écoute, je pense qu'on pourrait peut-être s'asseoir puis regarder pour faire un bel agenda de qu'est-ce qui nous intéresse. On va y aller en termes de voyage personnel et voyage d'affaires pour tâter le terrain, faire une étude de marché. Puis, il y a certains endroits qui étaient vraiment intéressants d'aller chercher parce qu'on voyait que la clientèle n'était pas là pour « Ah, ben écoute, la toile, je la trouve belle, je l'achète. » C'est plus « OK, mais parle-moi de ta démarche artistique. » Puis c'est là que ça a commencé à m'intéresser, d'autant plus certaines places parce que les gens étaient beaucoup plus intéressés à la personne que je suis en arrière de l'œuvre avant l'achat. Oui. Donc là, on passe d'un travail d'artisanat à une toile d'artiste qui a été vraiment pensée, qui a une démarche profonde, puis tu l'achètes parce que tu es en accord avec cette démarche-là. Oui, puis disons-le, là, avec des collections, puis avec une démarche artistique, tu peux créer de l'argent, tu peux créer une valeur à ton art, oui, à tes œuvres, puis tout ça. Tu sais, pour quelqu'un qui n'est pas familier du tout avec, tu sais, probablement que les gens à l'écoute ne sont pas familiers avec comment on crée de la valeur, tu sais, comment certains... Bien, déjà, on peut faire de l'argent en or en faisant plein de choses. Il peut y avoir les produits dérivés et tout ça parce que c'est moins dispendieux. Mais moi, j'ai décidé de mettre ça de côté. Je ne veux pas travailler là-dessus. Je veux vraiment travailler seulement sur de la rareté. Quelque chose, des œuvres d'art qui sont faites main à 100%. Puis, ça fait en sorte que ces œuvres-là deviennent beaucoup plus rares, donc le prix plus élevé. Puis, à ce moment-là, c'est quand tu décides que dans ta vie, tu ne cherches pas à courir après l'argent, mais que tu restes sur ton focus, puis que tu veux créer des œuvres qui te tiennent à cœur, l'argent en rentre tout seul. Ouais. C'est là que les gens, je pense, qui réalisent aussi qu'on est là pour acheter une œuvre d'art qui nous tient à cœur. On est en accord avec la démarche, mais en plus, on voit ça comme un investissement parce que l'artiste, il progresse. C'est toujours c'est rassurant de voir que l'artiste il est sur sa même ligne, puis il n'en dérogit pas. Oui. Fait que c'est ce qui crée une stabilité dans l'artiste même qui fait que sa valeur augmente. Un peu comme un sportif qui est tout le temps régulier. Oui, ou un investissement dans des actions quand la compagnie est stable. Ben, on peut le voir comme ça aussi. C'est rassurant d'aller mettre ses pions à cet endroit-là. Oui, OK. Puis, tu sais, l'art en général, ici au Québec, je peux même pas dire que je connais ça, tu sais, Mais tu as besoin de connaître ça? Oui, j'ai besoin de connaître ça, mais l'autre point, c'est qu'est-ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que, tu sais, c'est une œuvre d'art, c'est déductible d'impôt, tu sais, pour les gens fortunés, tu sais, c'est pour ça qu'on voit toujours des gens... Attends, il y a des nuances. Il y a certaines nuances, là, aussi. Oui. Ben vas-y, toi, tu les connais encore mieux que moi, probablement. Premièrement, pour que ça soit déductible fiscalement, il faut quand même avoir une compagnie. Il faut avoir un bureau à la maison. Si l'œuvre d'art est exposée, il faut que ça soit quand même dans un bureau commercial. Puis à ce moment-là, 100% de la valeur de l'œuvre est déductible. Puis habituellement, tout dépendant de la compagnie qu'on a, le fiscaliste va pouvoir juger l'amortissement. Ça peut être sur 5 ans ou de toute façon, tu ne le vois pas aller. Mais c'est une manière que le gouvernement encourage les compagnies d'acheter local, acheter des artistes québécois. Puis, ben, ça fait rouler l'économie à ce moment-là. Oui. Ben oui, c'est phénoménal. Mais tu sais, j'ai appris ça là, une couple d'années, mais je ne savais pas ça. En achetant une toile à un moment donné pour mettre dans mon bureau, que l'artiste m'avait dit, tu sais que tu peux la déduire à 100% de tes ben, c'est un de mes clients qui m'avait dit ça à un moment donné, il y a longtemps. J'ai fait, OK, je ne savais pas ça. Puis,
Ouais. Ma grosse période, c'est souvent le printemps d'ailleurs. OK. Ils préparent leur fiscalité. Exactement. Les gens sont comme, on a fait un petit peu trop de profit, il faut, Ouais, puis là, faut baisser ça au lit. une Rio. Là. Ouais. Donc, écoute, je voulais aussi qu'on parle par rapport à les enjeux des artistes au Québec. Oui. Tu me disais, tu me faisais part de l'artisanat versus l'artiste. Écoute, je pense que ça nécessite de savoir où l'intention dans la peinture. Si tu as quand même une démarche artistique derrière, on va plus se rapprocher. Comment je dirais, c'est vraiment une zone grise. Donc, il n'y a pas de noir ou de blanc, c'est de vaguer là-dedans. Puis, il y a un marché pour tout type d'art. Donc, il ne faut pas non plus s'arrêter à « t'es pas un artiste parce que tu fais de telle manière ». Non. Je pense que c'est juste un grade auquel tu vas aller accrocher un certain type de clientèle. C'est tout. Okay. Moi, je suis rendu dans un grade autre qui est rendu là parce que je l'ai travaillé d'une certaine façon. J'ai dit énormément non pour me rendre à quelque chose de plus rare, de plus subtil. C'est quelque chose de différent. Mais j'ai une clientèle pour ça. Mais j'ai perdu la clientèle avant. Oui. Puis c'est bien correct parce que il faut qu'il y ait du travail pour tout le monde. Puis je trouve ça beau de voir qu'il y a une belle communauté d'artistes qui émerge. Puis moi, j'étais là avant dans d'autres sphères avant. Puis ça l'a évolué parce que j'ai décidé de faire des choix ici. Est-ce que ces choix-là, c'est facile à faire? Absolument pas. Non. Du jour au lendemain, quand tu décides d'augmenter tes prix, premièrement, il faut que tu aies une justification de facturation. Oui. Il faut que le travail soit différent. Puis il faut aussi que ton mindset aussi soit différent, puis que tu vois ton art d'une façon plus élevée. C'est beaucoup d'étapes. C'est dur à expliquer. Oui. Mais à un moment donné, quand tu t'y rends, tu as tout compris. Ben, j'essaie de trouver une question par rapport à ça, mais non, c'est un processus. Donc, tu sais, oui. il n'y a pas vraiment de... Il est différent pour tout le monde. Oui. Puis même le temps de création en fait partie aussi. Je le réalise totalement. Les œuvres que je créais il y a 5 ans, puis versus aujourd'hui, le temps de création, s'il a doublé, le prix va aller avec. Ça n'a pas de sens. Pourquoi je serais moins bien payé qu'il y a 5 ans? Au contraire, je trouve que je suis moins bien payé aujourd'hui parce que j'ai juste fait x2 alors que j'ai changé ma manière de faire puis c'est encore plus évolué. Comprends? Oui, absolument. Donc, tu sais, il faut toujours penser de cette façon-là. Puis au final, je pense que présentement, je suis vraiment sur mon X autant où je suis là. Puis à un moment donné, j'augmenterai quand je sentirai que, OK, là, je suis rendu à un autre niveau. Ma façon de créer est différente. Puis, c'est toute une question de feeling aussi. Mais le plus important, c'est de garder son prix. Ouais. Si tu ne gardes pas ton prix, c'est une fluctuation. Puis tout le monde se connaît. Hein? C'est comme, mais pourquoi toi, tu l'as payé moins cher? Exact. OK, c'est normal parce que tu l'as acheté il y a 4 ans. Mais là, aujourd'hui, s'il y a 2 clients dans la même année, je vends à des prix différents au pouce carré, ça n'a aucun sens. Puis c'est là qu'on vient de perdre la confiance de l'artiste. Oui. Puis aussi de l'investissement. On vient de le perdre. Absolument. Là, je sais que c'est pour les gens qui nous écoutent, je voulais mettre peut-être un prix sur l'œuvre la plus chère que tu avais vendue. Pas nécessairement à des... Je sais pas si tu es à l'aise de le dire. Tellement pas. Tellement... J'adore ça, il est pas à l'aise. Mais tant mieux, parce que... Je suis assumé là-dessus. Ouais. Oui, mais c'est correct. Ouais. Je me permettais la question parce que je me dis, écoute, j'ai pas d'idée sur... c'est difficile de mettre un prix sur une œuvre ou un talent ou nombre d'heures investies. Fait que je me disais... En règle générale, parce que c'est sûr que le prix de base, ce qui est facile à calculer pour tout le monde, c'est 9 $ le pouce carré, je suis rendu là. Puis, mon limite de grandeur, en minimum, c'est 48,72. Après, ça ne va qu'en grandissant. Moi, j'aime peindre sur des grands tableaux. Puis si on veut plus petit, malheureusement, je vais devoir dire non parce que ça vient me brimer. Fait que c'est pas une question d'argent. Ouais. Ça, j'en ferais plus parce que j'accepterais des toiles plus petites. Mais en même temps, c'est pas mon but. Je crée par envie, puis par viscéralité. Je me lève le matin et j'ai le goût de le faire. Donc, c'est pour ça que je le fais ainsi. Tu as besoin de créer. Mais voilà. Mais par contre, c'est vrai que si j'ai des tableaux plus grands puis qui nécessitent plus de caractère dans la toile, en parlant de caractère, je parle, admettons, plusieurs animaux, plusieurs êtres humains qui interagissent sur la toile avec l'histoire derrière, c'est sûr que le prix va être autre parce qu'il y a beaucoup plus de travail dessus. Donc, là, à ce moment-là, oui, effectivement, il faut remettre à jour la facturation. Mm-hmm. Mais ça, c'est vu d'avance. Là.
Tu me faisais peur, Rio, que quand tu as commencé, puis que à un moment donné, tu avais comme un lâcher-prise par rapport à tous les papiers. Puis tu t'es dit, écoute, moi, chez nous, j'ai un tiroir à fuck off. Où je mets toutes mes factures, je mets toutes mes affaires et je donne ça à mon planificateur financier, puis je dis, occupe-toi de ça. Écoute, c'est un de mes meilleurs amis, le Denis, je l'aime tellement. Écoute, puis ce tiroir-là, il est plein à rebord, je l'ouvre très rapidement, puis des fois, mon chum me fait comment, t'as reçu des lettres? Si tu écris à dactylo? Ouais. Tiroir à fuck off. Oh, ouais. Tiroir à fuck off direct. Oh, oui. Écoute, puis tu le dis, il faut être un cordonnier bien chaussé parce que ça prend. Ça prend des ressources pour se rendre où tu es rendu, mais t'as économisé, t'as pilé, puis il faut être à son affaire. Absolument. C'est juste que moi, je le faisais avant. Je calculais toutes mes factures, blablabla. Je comprends comment fonctionnent les finances. Je comprends mes finances, puis OK, combien coûte mon matériel? Ça coûte quelque chose. Là. Donc, il faut le savoir. Ensuite, ça coûte quoi? Ça te coûte quoi? Ça, je le sais. Mais avec le temps, à un moment donné, tu te rends compte, OK, qu'est-ce qui ne t'élève pas en tant qu'artiste? Bien, le temps que je passe sur mes impôts, pas du tout. Ça élève pas beaucoup. Pas du tout, au final. Je le faisais, mais c'était par nécessité. Mais là, maintenant, je dois admettre que quand les finances vont bien, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu te fournis une belle équipe. Donc, pour moi, mon planificateur financier, je pense que c'est le père que j'ai jamais eu. Fait comme, s'il te plaît, viens chercher le tiroir. Puis là, ben, il organise tout ça pour moi. Puis écoute, pour moi, peu importe le prix, c'est pas ça qui compte. C'est combien je paierais pour avoir la paix. Oui. Mais c'est ça qu'on en parlait, du cheminement vers... comme là, présentement, je pense que tu es libre, à moins que je me trompe. Là, oui, totalement. Je te sens libre, puis tu me disais avoir investi pour ta création, puis parle-moi un peu de ton bras d'Égyptien. C'est comique. Tu l'as vu hier. Oui, ben c'est comique. Écoute, moi, là, personnellement, j'ai une Tesla. Puis oui, je pourrais avoir un plus gros véhicule, mais moi, je suis pro-environnement. J'ai décidé que, OK, c'était ça, puis je voulais un véhicule électrique. Peu importe la marque, on s'en fout. L'idée, c'est que ce soit ça. Être vert. Exactement. Est-ce que j'ai besoin d'un véhicule plus cher que ça? C'est pas dans mes intérêts. Je m'en fous complètement. Mais par contre, je vais dépenser sur des choses qui, moi, vont m'élever en tant qu'artiste. Un bras d'Égyptien, tu vas me dire, OK, mais c'est quoi le rapport? Moi, là, quand je regarde ce bras-là, qui a 4500 ans, qu'il y a un Égyptien qui a utilisé pour plein de choses, je le regarde, ce bras-là, puis c'est un peu comme Shakespeare, être ou ne pas être, voilà la question. Je me remets en question en tant qu'humanité. Je regarde un peuple, une civilisation qui a vécu selon leurs lois, leurs normes et tout ça. Puis c'est sûr que moi, c'est ça, je regarde ça. Pour moi, c'est un livre ouvert. J'ai été un accro de Charles Tisser à découverte, puis j'ai écouté tous les documentaires avec la National Geographic. Donc, je comprends l'histoire derrière. Donc, je regarde le bras, puis pour moi, c'est comme s'il me parlait. Ouais. Donc, encore là, c'est un objet qui me parle comme un synopsis dans mon cerveau qui fait « Ouais, maintenant, c'est quoi le lien entre cette civilisation-là et la nature à cette époque-là? » C'est tout ça qui rentre en ligne de compte qui va me pousser à créer une nouvelle collection. Ça, c'est la même chose. Tu l'as vu, j'ai un crâne de cannibale de la tribu Udéasmat en Nouvelle-Guinée. Oui. Au-dessus de 200 ans, ce crâne-là, ben, il a vécu, il a aimé, il a eu sa tribu, puis ils ont des façons de vivre. C'était leur façon d'être. Est-ce qu'on est mieux qu'eux? C'est toujours la question. C'est la question qu'on se pose, puis... Ben voilà. Pour moi, c'est ça l'importance d'un cabinet de curiosité pour moi. Parce que moi, je suis un artiste comme ça, puis ça me pousse à évoluer. Il y en a d'autres que, ben écoute, il y en a d'autres que c'est l'alcool, il y en a d'autres que peu importe. Ben moi, c'est ça. Puis pour moi, dépenser un montant X pour une pièce de musée, ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Non, c'est l'histoire derrière. Hein, absolument. Puis tu nous disais aussi à quel point c'était important les matières que tu utilisais aussi dans tes œuvres, que tu n'avais pas peur de te déplacer, d'aller puis d'investir des sommes pour te procurer des pigments, des denrées rares pour peinturer. Ben d'ailleurs, en Suisse, puis en Allemagne, ils font des pigments les meilleurs au monde. On utilise, par exemple, une peinture régulière d'un commerce jaune fluorescent. Tu achètes un jaune fluorescent qui vient des pigments purs qui viennent de Suisse.
puis ton jaune a l'air brun à côté, tellement qu'il est vivant. C'est des couleurs lumière. Ils viennent quasiment capter ton... graffiner la rétine tellement que c'est intense. À ce moment-là, tu utilises ce pigment-là, puis l'œuvre, elle devient exceptionnelle. Mais pourtant, c'est juste une simple petite bouteille qui a été achetée en Suisse. Donc, je ramène des caisses, puis je travaille avec ça. Mais en fait, il y aurait de quoi virer fou à se dire, OK, ben telle bouteille vaut tant, tel cristaux vaut tant. Tu calcules pas. Tu le mets sur la toile, puis à la fin, là, t'aimes pas, t'en as plein la gueule. Puis l'œuvre a dit exactement ce que je voulais. Puis à la fin, ben, est-ce que je serais client de moi-même de cette œuvre-là? Oui, parfait, elle est prête à partir. Puis tu conserves certaines de tes œuvres quand même assez longtemps. Tu sais, il y en a que tu t'apprécies. J'essaie. J'en ai une que j'ai fait dernièrement, que j'ai goût de garder pour moi un petit bout de temps. À ce moment-là, je l'installe dans ma chambre, toute noire, mais quand même, c'est tellement... c'est sûr que quand la chambre est toute noire puis tu as juste les spotlights sur la toile, c'est merveilleux, mais justement, c'est ça le problème. Tu sais, des fois, des clients passent devant ça. Oh my God. Puis là, ben, ça m'est arrivé de vendre des toiles comme ça, mais c'est part of the game. Après ça, ben, je fais des nouvelles collections. Puis à un moment donné, j'ai une nouvelle idée. Puis je me dis, OK, ben, ça va être elle qui va remplacer sur le grand mur géant de ma chambre. Tu utilises beaucoup les animaux, la nature, mère nature aussi, qui est à ton... Ben, c'est l'inspiration de ma mère. L'inspiration principale, oui. Ben oui, ma mère, c'était mère nature. Elle était là, elle nous nourrissait. Écoute, elle nous a tellement répété, jeune, on n'utilisera jamais de roténone puis des produits chimiques pour tuer les insectes. Elle achetait, je me rappelle, j'en achète encore aujourd'hui quand j'ai des crises de pucerons dans mon jardin, des chrysopes vertes. C'est une espèce de petite mouche verte qui vient manger les pucerons puis les cochenilles. Donc, en tout cas, bref, ça peut être du chinois pour bien du monde. Oui. Mais ma mère, elle faisait la lutte biologique de cette façon-là. Fait que moi, ma mère, c'est mère nature. Elle était là, elle disait non, il est hors de question. Je vais faire la lutte, mais avec des trucs de la nature. Puis ça, j'ai trouvé ça formidable. Oui. Donc, pour moi, aujourd'hui, de créer mère nature qui est là pour descendre sur Terre, puis peut-être tendre la main une dernière fois, enfin, écoute, là je suis là, on fait ça ouais, c'est la last chance. Là. On peut-tu signer un contrat que on fait partie de la même game? Là. Si vous continuez à me mettre de côté, là, vous allez vous détruire. Là. Fait que c'est plus un message d'espoir, mes collections d'œuvres. Oui. Ah, mais écoute. Puis, parlons-en aussi de. Il y a une autre sculpture qu'il y avait à ta galerie qui est une des fleurs qui poussent d'une sacoche. Parle-nous-en. Je ne veux pas tout décrire l'œuvre, mais j'aime mieux que c'est toi qui as décrit. C'est toujours. Je l'ai compté souvent. Fait que je vais y aller brièvement. Oui. Les amis qui me connaissent le savent. Ben oui, je suis un accro de l'Islande. Je trippe bien raide. Mettons ça de côté. Le fait est que j'y vais tout le temps. J'essaie d'y aller le plus souvent possible quand il y a une éruption. Puis là, ben, la lave a passé sur un panneau de signalisation qui a pris feu. Puis à ce moment-là, encore là, les synopsis se touchent. Une idée. Je suis revenu, j'ai sketché. Pour moi, ça représentait la nature qui était là. Elle va utiliser peu importe ce qui la touche pour la faire grandir. La nature est là pour ça. Mm-hmm. Elle vient vivre. Donc, qu'elle passe au travers d'une ville ou d'un sac à main qui vaut 2000 $, la lave, elle n'en a rien à foutre, elle va passer au travers. Donc, bien sûr, moi, je suis revenu, puis avec mon côté botanique, j'ai commencé à faire des tests avec du papier de riz, du papier crête de Chine, avec des pigments purs, avec de la betterave, du café pour le rendre plus naturel. Puis j'ai créé des fleurs le plus naturelles possible et j'ai voulu faire un buisson qui mange un sac Louis Vuitton parce que la nature... on n'a rien à foutre de la valeur qu'on octroie aux objets. Exact. Elle est juste là, elle va l'utiliser comme une poignée de terre. Le sac, qu'il soit beau ou pas, ou de la terre, c'est la même chose. Donc, c'est ça l'image que je voulais envoyer. C'était la suprématie de la nature. C'est notre mère nature. Ne fait pas de distinction à ce nous autres, on apporte des valeurs à... Et voilà, c'est la raison pour laquelle je prends des sacs Louis Vuitton. C'est que c'est pas à cause de la marque Louis Vuitton puis essayer de vendre la sculpture parce qu'il y a une marque dessus, c'était de représenter un objet de luxe qui se fait détériorer par la nature. Mais en même temps, le tout est magnifié. Donc, c'est beau de voir la genèse du bourgeon floral jusqu'à la fin de la fleur, de la vieillesse, de la jeunesse à la vieillesse, tout est beau dans la nature. Mais en plus, c'est magnifié par le sac qui va tout dans les teintes, dans les couleurs, c'est les couleurs terreuses et tout ça.
Non, Donc, c'est le magnifique. Je vais juste prendre un petit moment pour remercier nos 2 partenaires financiers. Premièrement, Marcel Solutions Financières. Donc, mon cabinet de services financiers. Si vous voulez avoir des solutions financières créatives, contactez-nous. Et on remercie aussi le Club Infinitum, une communauté de gens d'affaires à succès qui se mettent ensemble pour aller plus loin. Donc, merci. On est rendu au segment pile ou face, mon cher. Ah, OK. Donc, on te demande de flipper la pièce de monnaie, dépendamment si c'est pile ou c'est face. Tu sais que je suis pas un gambler, hein? Ah, je savais pas, non. J'haïs aller au casino. Ah, ouais. Moi, j'adore aller au casino, mais pas pour jouer. Ah. Moi, j'aime Rencontrer des clients. J'aime regarder les gens jouer. Pour moi, là, ça me fait plus, ça m'appelle plus me fait que jouer penser ma à un- propre argent. Je regarde les gens avoir de l'interaction, puis moi, c'est mon fun. Veux-tu que je te raconte une histoire triste? Vas-y, je t'écoute. Je nommerai personne, bien sûr, mais j'ai un client qui est très fortuné. Puis, lui, il prenait ses employés, puis une fois par année, il les amenait au casino, puis il leur donnait de l'argent, puis il disait « jouez ». Puis, il y a un de ses amis qui était là, puis il a dit eux autres, des fois, ils gagnaient de l'argent ou ils le perdaient, peu importe, puis ils redonnaient l'argent, puis ils disaient « non, on continue à le dépenser », puis ils regardaient jouer. Puis il dit « on dirait que ça t'excite de regarder tout ça. » Tu sais, il dit, c'est la seule manière pour moi que l'argent a un sens, c'est de voir l'étincelle des gens le dépenser, parce que moi, le dépenser, ça me fait plus rien. Ah, OK. Bref, pile ou face. Ben oui, mais c'est magnifique. Mais c'est quand même. Je pense qu'il y a certaines personnes qui arrivent à une certaine richesse puis qui se disent, je vais en faire profiter les autres. Ben, moi, en tout cas, être riche tout seul, ça a toujours, je veux pas ça. Tu sais, j'aime bien mieux quand l'environnement est plus dynamique puis que tout le monde est approximativement égal. Puis, en tout cas, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit avoir vendu leur entreprise, puis qu'est-ce qui arrive? Ils ont 50 ans, tous leurs amis ont 50 ans, puis eux autres, ils sont retraités, puis tout le monde travaille, puis ils sont tristes d'être rendus à ce niveau-là. Fait qu'ils sont obligés de pas payer leurs amis, mais de toujours inviter leurs amis parce qu'ils se disent personne n'aurait moyen de me suivre de toute façon. Fait c'est ça. C'est un peu, je pense, la personne, ce qu'elle vit. De dire, je vais inviter des gens à pouvoir dépenser ça, parce que moi seul, ça m'intéresse moins de le faire. Je pense que c'est aussi de savoir aussi, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser son argent à autre escient. J'en connais des gens fortunés puis qui sont des perles, puis ils agissent, ils ont une façon de voir les choses d'une façon différente. C'est juste que cet épisode-là, j'ai fait « Oh my God, OK. » Des fois, c'est pas une question d'argent de bonheur, hein. Non, absolument pas. Mais ça aide. Oui, absolument. Okay, Donc. Je te laisse faire. Vas-y. Alors, on a un pitch. Est-ce qu'un artiste doit adapter son art pour la vendre? Mais quelle excellente question, toi, là. Je pense que ça dépend de ton niveau. Quand tu commences, moi, j'ai beaucoup adapté mes œuvres pour les vendre. Pourquoi? Pour avoir un capital, puis pour pouvoir acheter du matériel par la suite. Oui. Donc, ça faisait son sens. Donc, oui, le prix était moindre aussi. Je pense que le jour où tu l'adaptes plus, c'est que la démarche que tu utilises puis les œuvres sont déjà appréciées de toute façon. Puis tes clients vont te suivre dans tes inspirations parce qu'ils ont confiance à ta vision. Donc, oui et non. Je pense que ça dépend de l'étape où tu es. Oui, très bonne réponse. As-tu déjà vu une de tes propres œuvres être revendue à profit en intercollectionneur? Oui. Oui? Oui, ça arrive. Oui. Parce que, tu sais, il y en a des fois qui veulent... Des fois, c'est même pas le visuel de l'œuvre qui les intéresse, c'est d'avoir la collection de chaque année. Ah, ça, c'était dans les débuts de l'artiste et tout ça. Donc, les gens, des fois, ils revendent. Ou des fois, c'est donné à des fondations. Parce que, bien sûr, quand tu reçois un crédit d'impôt par la suite parce que tu as fait un don, ça te revient. Oui. Puis la personne qui l'achète aussi, c'est déductible fiscalement, donc tu reçois un crédit d'impôt. Fait que des fois, des gens revendent pour quelqu'un qui veut une pièce de collection, puis tout le monde est content, puis ça fait rouler l'économie, puis à quelque part, il y a une fondation qui avait besoin de fonds, puis qui est payée, puis ça aide des gens. Donc, ça, j'encourage ça fortement. Oui, justement, je pense que la première fois qu'on s'est vu, je connais pas le deal, mais il y avait des œuvres qui étaient en exposition pour la fondation. Puis, oui. En tout cas, c'est... je suis vraiment en santé. Pour vrai, je touche du bois, je suis vraiment heureux de ça. Puis ma seule façon, je trouve, de pouvoir redonner à ceux qui ont moins la chance, c'est d'offrir mon talent.
Oui, absolument. Puis c'est une très belle façon de le faire. T'sais. Dans ton art, l'aspect santé puis l'aspect nature est super important. T'sais. Dans la période de COVID, du COVID, explique-nous, ça a été quoi tes gros changements par rapport à tout ça? Bien, c'était une époque où il y avait tellement de vernissage, tellement... C'était très récurrent. Puis à un moment donné, quand le COVID est arrivé, puis que tout a arrêté, j'ai senti qu'il y avait une tonne de briques qui étaient tombées de mes épaules. J'ai fait, OK, mais là, je pense que c'est le moment de penser à moi, mais à mon moi intérieur. Mentalement, tout allait bien, mais là, la santé, par contre, j'avais des maux de tête récurrents parce que je travaillais à l'huile depuis environ 10 ans. Ouais. La peinture à l'huile, oui, l'huile est toxique. Il y a certains tubes que j'achetais vraiment précisément, que j'étais conscient qu'il y avait du plomb dedans. Mais je nettoyais mes pinceaux avec de la taltine, puis ça, c'est très volatile. J'étais conscient de tout ça. Donc, quand j'ai fait construire ma galerie, mon gars de ventilation m'a fait un travail incroyable. Mais c'est pas suffisant. Tu baignes là-dedans tout le temps. Ça. Puis quand le COVID est arrivé, je me suis dit, ben écoute, vu que tout est annulé, je m'arrête là-dessus. Je prends les palettes de peinture, je mets ça dans un sac, clac, sac à vidange. Mentalement, c'était réglé que ça partait. J'ai acheté la panoplie de tout ce qui était acrylique de base pour faire des tests avant. Écoute, j'ai fait des mélanges avec de la fécule de maïs pour l'épaissir, pour donner certains aspects. Encore aujourd'hui, ça a encore changé. Mais ça a pris un bon bout de temps pour réaliser que j'étais capable, avec une rapidité d'exécution avant que ça sèche, puis de certaines façons, en réhumidifiant, je peux pas aller trop loin dans tout ça parce que c'est assez complexe. Oui. Mais c'est une question d'équilibre, mais ça fait en sorte qu'au final, il y a certaines parties de l'œuvre, les gens me demandent si c'est fait à l'huile. Parce qu'à l'huile, il y a quelque chose de très fin, il y a quelque chose qui est plus en dégradé, moins rough. OK. Puis j'ai été capable de le faire en faisant des tests. Le COVID a duré assez longtemps pour pouvoir changer complètement ma façon de procéder. Et les maux de tête, je sais plus c'est quoi. Mais tant mieux. Parce que c'est sûr que c'est pas parfait là, quand que tu te retrouves à peindre une journée de temps puis après ça avoir des maux de tête. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était du travail. Oui. Là, aujourd'hui, non. Oui, puis non, c'est ça. Tu voulais pas t'intoxiquer en faisant ce qui te plaisait le plus. Là, c'est ce qu'on appelle l'amour-haine. Oui. Ça faisait un non-sens pour toi. Côté plus glamour, tu voulais-tu aller là-dedans, sortie, je parle. J'aime beaucoup les vêtements. Je paye des fortunes pour ça. Oui, OK. Fait que tu sais, quand j'aime ça. Mais à part de tout ça, aller sortir dans des événements où tout le monde boit, moi déjà, je bois pas d'alcool. Oui. Mais des beaux moments, oui, j'ai des beaux moments glamour dans des beaux événements. Puis à un moment donné, ben là, ça devient too much. Puis là, ben là, c'est à ce moment-là que je quitte. Mais les débuts, je trouve ça super agréable. Ouais. Oh oui, c'est clair. Ben, tu sais, moi non plus, je bois plus d'alcool. Fait que, tu sais, c'est clair. Merci. Ouais. Ça fait une dizaine d'années. Puis, à un moment donné, je viens à un moment donné à un point où je fais juste partir. Je suis un peu comme toi. Ah, ben voilà. Okay. J'ai beaucoup de fun. Puis, je me sens pas pas dans le coup, tu sais, out of the game de pas boire. Mais à un moment donné, quand t'es vraiment sobre, puis là, les gens sont là, tu es comme, OK, bon, c'est un bon point de départ. Oui, vraiment, mais je sais pas pour toi si ça t'a fait ça, là, mais au début, les gens, ils essayent quand même de te pousser à boire. Puis aujourd'hui, là, il y a un respect total, puis c'est comme, mon Dieu, good for you, puis c'est rendu autre chose. Ça a vraiment beaucoup évolué. Tu sais, au début, une dizaine d'années, même c'est parce que c'est tes amis aussi. Fait que l'aspect social, de ne pas boire, tu sais, quand tu es le seul à pas boire, puis quand tout le monde te sait que tu as déjà bu. Mais je pense que tu t'habitues à ça parce que je reste dans les soirées, des fois jusqu'à minuit, 1h, OK, peut-être pas jusqu'à 4h du matin, mais il y a une de mes amies d'ailleurs qui à un moment donné, elle avait arrêté de boire pendant un petit bout de temps, puis on avait sorti ensemble, elle dit, mais comment tu fais? Ben, au début, c'était difficile, mais à un moment donné, tu prends ton plaisir quand même, puis tu reviens toi-même, je pense. Moi, je me mets dans un état d'esprit un peu tipsy. Tu sais, je me complique plus la tête avec des affaires compliquées. Puis, tu sais, je viens un peu au même mood que tout le monde, sans être affecté. Pas tard, j'ai remarqué ça. C'est vrai, des fois, mon quotient aussi descend. Ah oui, tu dis. J'ai pas bu. Ouais, puis, on dirait que personne va s'en rappeler de même parce que tout le monde est un petit peu affecté. Fait que les autres, ils se souviennent même pas que moi, je suis à jeun. Souvent, les gens disent, hey, je peux pas croire. Tu sais, des fois, les gens me rappellent le lendemain, ils disent, toi, tu te souviens de tout. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh shit! Mais c'est ça. Mais c'est drôle. Mais puis en même temps, c'est faux. Je me souviens pas nécessairement de tout non plus parce que le cerveau, il oublie. Tu sais, puis même qu'on est à jeun. C'est bien fait. Hein? Ben oui, c'est bien fait. C'est bien fait même à jeun. Non. Le problème, c'est que
moi, je suis plus accroché au côté très simple de la vie. Ouais. C'est ça qui m'inspire le plus. Mais t'es tellement vrai comme personne, tu sais. C'est ça, je veux pas montrer autre chose. C'est pour ça que, tu sais, en entrevue, je veux pas faire comme, oh, j'adore les marques, tout ça. C'est pas écrit, mais la plupart étant Saint-Laurent, ça vaut une fortune. M'en fous, c'est pas écrit. C'est juste parce que moi, j'aime la coupe, j'aime les vêtements. Je peux-tu me gâter? J'ai pas de Lamborghini, j'en veux pas. Fait que pour moi, c'est ça. Ouais. On a chacun nos. Oui, puis ça serait quoi le plus grand luxe que tu pourrais t'accorder? Ce serait-tu une maison? Ce serait-tu un domaine? Ce serait-tu un vignoble? Ce serait-tu je sais pas. Plus grand luxe. Un luxe, c'est quelque chose que tu n'as pas nécessairement de besoin, mais tu l'achètes pour te faire plaisir. Mm-hmm. C'est sûr qu'une autre propriété, j'aurais pas le temps d'y aller. Il faudrait que j'aie un autre studio dans une autre maison. Ah, tiens, voilà. Je pense que ça serait vraiment une villa en Italie avec tout pour créer. Parce que bien sûr, la nature là-bas, c'est tellement impressionnant. Je sais pas combien de fois j'ai été en Italie, puis à chaque fois, c'est speechless. Puis peut-être une petite maison de campagne en Islande. Pourquoi pas? Ce qu'on a vu à la télé, des voyages grandioses, des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire. Toi, quand tu es en vacances, tu fais quoi actuellement? Moi, c'est des voyages qui ont... Je veux pas dire par rapport avec l'art, parce qu'au final, ça devient un voyage d'inspiration sans vraiment le vouloir. L'artiste est toujours en toi. Là, tout le temps, je peux pas le contrôler, ça, mais ça reste quand même un voyage où j'ai pas un vernissage à préparer, parce que quand c'est le cas, mettons juste en Allemagne, moi puis Steph, là, quand on commence, là, c'est une journée type, là, c'est sur le téléphone, on court, on fait ci, on va porter les toiles. Après ça, un moment donné, on a fait la tablée de Jésus de Last Supper. On est parti d'un fruiterie, on a ramassé des caisses de légumes. Ah ouais, appelle un autre, un ci, un ça, pogne. Écoute, c'est non-stop. Là, c'est du vrai travail. Vous êtes très effervescents les deux ensemble. Oui, totalement. Mais un voyage qui est vraiment pas dans le terme d'organisation, là, j'organise rien. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une liste de toutes les choses qui sont intéressantes à faire, puis advienne que pourra, puis je regarde là-dedans qu'est-ce qui m'intéresse, puis c'est vraiment sur le fly. Comme, justement, quand je vais en Islande, il y a plein de trucs à faire, puis pour pas me laisser influencer par le décalage horaire, puis le soleil se couche jamais, je me couche à 4 heures du matin, qui est minuit pour moi. Ouais. Puis je me lève à midi, 1 heure, sans souci. Mais tu vois, je suis en train de regarder pour retourner à Yellowstone National Park. Oui, OK. Ton prochain, ce serait pas mal là parce que avec une amie, on veut faire un peu de paléontologie. On va aller regarder les strates géologiques puis trouver des fossiles par nous-mêmes. Okay. Ouais. Il y a une possibilité de faire ça par soi-même là-bas? Il y a toujours possibilité. Ah oui, c'est sûr. Clairement, c'est sûr. Mais puis tu me parles beaucoup aussi des volcans, puis tu sais, en général, en Islande, il y en avait beaucoup, puis le parc de Yellowstone aussi. As-tu quelque chose de particulier par rapport aux volcans? Obsession? Oui, par rapport aux volcans. Oui, ça avait commencé, j'étais à l'Arenal au Costa Rica, puis il y avait le volcan, puis c'est la première fois que j'avais vu ça de ma vie, la lave, puis tu réalises pas tant que tu le vois pas, puis quand j'ai vu ça, mais voyons, c'est le sang de la planète, puis tu sentais ça vibrer en dessous de toi, il y a rien de plus fort que ça, tu réalises que tu es sur un radeau de feu qui flotte. C'est vraiment ça. Ouais. C'est là, après ça, qu'il y a eu la folie d'information. Je suis tombé dans une espèce de vortex, puis j'ai fait, mais mon Dieu, c'est intéressant. Comment ça se forme avec les plaques tectoniques et tout ça. Donc, moi, tu me parles de tremblements de terre, tu me parles de plaques tectoniques, de volcans, puis les couches géologiques. Je les comprends. Je sais comment ça fonctionne. Fait que pour moi, à faire un voyage comme ça, c'est pas regarde comment c'est beau. C'est que je comprends la racine en dessous de tout ça. Puis ça, écoute, ça amène une valeur au voyage qui est complètement différent. Puis encore là, qu'est-ce que ça fait? La créativité. Voilà. Puis une autre dimension. Puis ça crée de la valeur en général pour toi. Et voilà. Fait que c'est win-win. Payant de dépenser de l'argent. Colin, oui. J'ai le goût d'aller faire un voyage avec toi. En tout cas, vu que tu bois pas, les deux, on va partir au même moment. Ça coûte pas cher de drink. Non? Que dirais-tu à ton petit Rio? Moi, honnêtement, je dirais absolument rien. Il faut que tu fasses tes erreurs dans la vie. Ça m'a vraiment forgé.
Écoute, je me rappelle toutes les petites erreurs que je faisais, puis les petites angoisses que j'avais. C'est avec ces angoisses-là que tu évolues. Si, admettons, il y avait le grand Rio qui arrivait, puis il me disait, hey, tu vas voir, là, dans quelques années, stresse-toi pas, tout va bien aller. Je fais comme, bah, OK. Tu ferais rien, puis il se passerait rien. Parfait, je vais attendre que ça rien. arrive. Hein? Tu veux pas ça. Non, absolument. Non. Et là, où on trouve tes œuvres? Comment on te rejoint? C'est surtout sur Instagram. Souvent, je vais poster des steps de création puis des œuvres faites, mais ils sont vraiment pas toutes là. Donc, habituellement, comment je fonctionne, c'est que les clients qui sont intéressés me contactent. Puis, c'est une visite à la galerie pour choisir une œuvre puis regarder comment procéder. Ouais. Parfait. J'accepte l'invitation d'aller te voir en Italie à ta villa quand tu vas l'avoir acheté. C'est accepté, fait qu'il n'y a pas de problème là. Mais je te ferai pas d'Aperol Spritz, là. Non, ben non. Ben écoute, on va mettre tous tes renseignements pour les réseaux sociaux pour pouvoir te rejoindre et avoir des nouveaux followers. Merci beaucoup de ta générosité. Merci.